considéré comme étant partial. Les gens devraient s'en réjouir. En plus de cela, pour montrer qu'elle est vraiment impartiale, nous avions demandé que la période d'examen soit seulement la période post-crise, c'est-à-dire après le 11 avril 2010. Mais la Cour pénale internationale a décidé d'étendre donc les recherches, les enquêtes à 2002. Cela montre l'impartialité de la Cour. Alors, donc, je considère qu'il ne faut pas mélanger les choses. Quand on commet des crimes, on doit être jugé. Ma préférence, c'est de juger nos compatriotes ici en Côte d'Ivoire. Mais l'ancien président avait juré sur la Constitution de défendre les Ivoiriens, de défendre la Côte d'Ivoire. Il ne l'a pas fait. De son fait, 3000 personnes ont été tuées, au minimum. Et vous voulez que cela soit impuni? Je ne le pense pas. La réconciliation, dites-vous, Monsieur le Président, ne peut se faire sans justice et pardon. Mais pour l'heure, ils ne sont arrêtés et recherchés que des membres de l'opposition. Un an après, donc, la guerre, aucun élément proche des soldats qui ont combattu pour vous n'a été arrêté. Oui, les crimes dont font état, donc les enquêtes, ne seraient-ils que l'œuvre d'un seul camp? Oui, vous parlez tout à l'heure de justice des vainqueurs. Oui, mais Agnès, vous me dites la justice. Mais il y a des procédures. J'ai indiqué qu'il y a une commission nationale d'enquête qui a quasiment fini son travail. Mais vous voulez qu'on ait attrapé quelqu'un et qu'on l'envoie en prison? Ce n'est pas cela l'état de droit. L'état de droit veut dire qu'il faut faire des enquêtes. Et ce sont les enquêtes préliminaires qui ont conduit au transfèrement de l'ancien président. Donc, moi, je suis tout à fait à l'aise pour dire que je suis un démocrate. Je suis fier que mon pays puisse être considéré maintenant comme un état de droit et que la justice sera la même pour tous. Il n'y aura pas de discrimination. La réconciliation, disons, Monsieur le Président, justement, la réconciliation, disons, Monsieur le Président, oui, c'est l'affaire de tous les Ivoiriens. Oui. Je vous lis ici donc le message d'un grand intellectuel ivoirien qui disait ceci. Oui. Il n'y a jamais eu et il ne saurait y avoir de réconciliation par procuration ou par contumace. Les sujets à réconcilier doivent être tous présents dans l'espace national et libres pour se parler, s'ouvrir les uns aux autres, vivre personnellement et en direct leurs échanges de flux humains et fraternels. Je passe, et qui demande qu'il faut pour cela que la commission bannie plaide du mieux qu'elle peut pour que reviennent au pays les milliers d'exilés, pour que soient libérés ceux qui sont actuellement détenus. Celui qui a écrit cette phrase n'est personne d'autre que le professeur Zadi Zaourou qui nous a quittés, donc le 20 mars dernier. C'était un grand homme, si cette phrase un grand ami à moi. Si cette phrase était justement la dernière volonté d'un disparu. Mais moi, je suis d'accord avec lui que d'abord, les exilés doivent rentrer. J'ai parlé tout à l'heure du tour que j'ai fait dans tous les pays en un an, en moins d'un an. Je suis allé au Bénin, je suis allé au Togo, je suis allé au Ghana. Pourquoi j'ai choisi ces pays en priorité? C'était pour aller parler à nos concitoyens qui y sont. Je les ai rassurés. Je leur ai dit, rentrez. Une fois que vous serez là, la justice sera la même pour tous. Et beaucoup sont rentrés. Et beaucoup, d'ailleurs, je ne voudrais pas citer de nom, il y a des gardes de corps qui sont rentrés avec un colonel. Mais le colonel lui-même se promène en ville. Parce qu'il n'y a pas eu de procès encore à son endroit. Ces gardes du corps ont été réintégrés dans l'armée. Je fais de mon mieux, mais si maintenant certains, parce qu'ils considèrent qu'ils ont commis des crimes très graves et qui ne veulent pas faire face à la justice et qui restent à l'extérieur, je ne peux pas les forcer de rentrer. Alors j'irai plus loin pour reprendre ce que disait mon ami Zadi Zaourou. Moi, je veux que les Ivoiriens soient jugés en Côte d'Ivoire. Mais le transfèrement de l'ancien président, je l'ai dit, est un fait qui relève de son propre comportement. Tout le monde a dit qu'il y avait ce qu'il faisait serait un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Il a été mis en garde pour cela. Je ne voudrais pas revenir sur le passé, mais peut-être maintenant parlons des autres. Simone Babo, Blé Goudé. Mais vous savez que les mandats d'arrêt ont été émis contre eux. Mais la procédure est en cours. Mais alors,
peut-être ça dépendra d'eux. Nous allons prendre notre position en tant que gouvernement. Moi, je préfère les juger ici. Mais peut-être qu'eux, ils voudront aller à La Haye en disant que la justice est plus équitable à La Haye. Si c'est leur volonté d'aller à La Haye, est-ce que je peux les en empêcher? Travail contribue à l'essor de la Côte d'Ivoire. Parce que les choses iront très vite, hein, vous savez. Nous parlerons de l'économie tout à l'heure. La Côte d'Ivoire va rebondir. Alors, le train va partir à 120 à l'heure. Alors, s'ils ne le prennent pas, après... Vous espérez donc qu'ils vont participer aux élections à venir et vous-même, dans votre propre camp, comment vous comptez aborder ces élections? En RHDP, on a vu qu'il y a eu quelques tiraillements pendant les législatives. Vous savez remarquer que qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Je ne participe plus à des réunions du RHDP. Je respecte la Constitution. Je suis au-dessus des partis. Le président Bédié est le président... Vous avez un souhait, qu'est-ce que vous souhaitez? Je n'ai pas de souhait. RHDP il appartient au RDR, au PDC et aux autres de discuter de cette question, qui prennent la décision qui leur convient. Ce qui m'intéresse, c'est les affaires de l'État. Et c'est faire en sorte que chaque jour, en allant à la maison à 20h, à 21h, je me dis j'ai passé une bonne journée et j'ai rendu service à mes compatriotes. Parlant des affaires de l'État, vous avez donc récemment nommé Premier ministre et les Ivoiriens s'attendaient à un nouveau gouvernement. Finalement, le même gouvernement est reconduit. Alors on s'est dit, vous êtes satisfait certainement de tous vos ministres. Et alors ce qui est étonnant, c'est que dès le premier jour, le premier conseil des ministres, avec ce gouvernement nouveau mais ancien, vous les menacez. Ah non, je ne les menace pas. On a pourtant entendu des mots. Bon, vous trouvez que j'ai menacé? Ah non, je ne pense pas, ce n'est pas ma nature. Alors donc vous êtes encore très satisfait de ce gouvernement, de tous les ministres? Vous savez, j'ai une philosophie très simple, peut-être parce que je suis allé à 20 ans aux États-Unis. Moi, je crois beaucoup à avoir une équipe et à travailler avec cette équipe pendant un laps de temps. J'ai été élu pendant 5 ans. J'avais promis à mes compatriotes que je ferais un gouvernement de 25 à 30 personnes maximum. Et quand j'ai vu l'état de délabrement du pays, je me suis dit, ça ne peut pas marcher. J'ai des priorités que j'ai indiquées, le logement par exemple. Je ne peux pas laisser le logement dans un grand ministère de la construction, de l'urbanisme, de l'assainissement, l'emploi pour la jeunesse, et ainsi la salubrité. Vous vous souvenez dans quel état était Abidjan il y a 6 mois, il y a 1 an? Non, Pascal, est-ce que l'expert du FMI n'est pas rattrapé par la réelle politique? Non, la géopolitique, il faut satisfaire les partenaires de l'Alliance. Parlons substance. Alors, je vous dis que ma philosophie, c'est de garder la même équipe pendant mon mandat. Parce que c'est cette équipe qui sera jugée. Et je n'ai pas changé de philosophie. Maintenant, je me retrouve avec 35 ministres en raison de l'état de délabrement de la Côte d'Ivoire. Mais si j'ai dit au ministre ce que j'ai dit, cela ne veut pas dire que durant la période, je ne pourrais pas enlever 1 ou 2 ou 3 ou 10 ministres du gouvernement. Si je constate à un moment donné qu'un ministre ne donne pas satisfaction, mais le ministre sera remplacé en accord avec le Premier ministre. Mais ce que je ne veux pas, c'est l'injustice. Voici des femmes et des hommes qui ont été nommés pour la plupart le 1er juin. Le gouvernement a été mis en place après les différentes attributions. Vous savez, c'est tout un travail, l'organisation des cabinets. Quand ils sont arrivés, il n'y avait même pas de chaises, il n'y avait pas de table. Les bureaux étaient cassés. Ils ont passé 4 mois à remettre en place un immeuble ou des bureaux pour s'y installer. Ils commencent à travailler en octobre-novembre. À peine 6 mois, je dois les changer. Pour quelle raison? Non, il faut qu'ils aient leur chance, qu'ils puissent faire le travail. Si j'avais changé il y a 2 semaines, on aurait encore recommencé à reconstruire, à refaire des cabinets, à nommer de nouvelles personnes, alors que maintenant, non, Pascal, pardonnez, je vais terminer. Je vais terminer, non, parce que, je vais terminer parce que une fois que nous aurons fini, qu'on a fait ça, ils sont au travail, ils ont donné des chronogrammes par rapport à des projets qui sont en cours, ils ont trouvé les financements, tout est en place. Et le taux de croissance cette année sera de 8%. L'année dernière, on a eu une chute de la croissance, une chute. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire a reculé de 5% l'année dernière. Et cette année, nous allons accroître, nous allons augmenter de 8%. Alors, c'est vous dire qu'ils ont commencé à faire du bon travail. Et donc, il n'y a aucune raison de les changer. Et s'ils continuent de travailler comme ça,
ils iront jusqu'au bout de mon mandat. Et à l'issue de mon mandat, si je décide de me représenter, mais les Ivoiriens jugeront sur le travail qui a été fait. Mais je ne veux pas faire de la politique politicienne. Très bien. Alors, vous parlez d'un taux de croissance de 8%. Est-ce que c'est conditionné par le point d'achèvement PPTE? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non, c'est nos efforts, c'est l'effort des Ivoiriens, c'est l'organisation de l'État, c'est la reconstruction, c'est la réhabilitation. C'est parce que maintenant l'État est géré, ce qui n'était pas le cas. C'est parce que vous êtes à l'heure tous les jours. C'est parce que les employés sont conscients que s'ils ne font pas leur travail, il y aura des sanctions. Et ainsi de suite. C'est pour ça que l'économie repart. Vous fondez néanmoins beaucoup d'espoir sur le PPTE. Est-ce que vous êtes oui, bien optimiste? sûr, le PPTE, j'ai eu les assurances de la dernière mission que pour le mois de juin, au plus tard, nous aurons donc l'allègement de la dette. Bon, mais ceci permettra de donner encore plus d'espace. Mais j'aime bien l'investissement public, c'est-à-dire tout ce qui est fait par le gouvernement, par les aides extérieures et autres. Mais ce qui m'intéresse, c'est le travail des Ivoiriens. Donc, que nous travaillons plus pour avoir plus d'impôts, pour avoir plus de recettes douanières et ainsi de suite. En deuxième lieu, moi je suis un libéral. C'est l'investissement privé, les partenariats avec le secteur privé, les grosses entreprises, des entreprises sérieuses qui viendront en Côte d'Ivoire investir 100 millions d'euros, 500 millions d'euros, 1 milliard d'euros, 2 milliards d'euros. Et je peux vous dire que sur le dernier mois, il y a 3 entreprises qui sont venues et qui vont investir sur les 3 ans à venir 3 milliards d'euros. Ce sera dans le gaz, ce sera dans le pétrole, ce sera sur les chemins de fer, sur les routes. Mon programme de 15 milliards de francs CFA prévoyait à peu près le quart. Et là, nous avons déjà dépassé ces chiffres. Donc la Côte d'Ivoire va aller très vite. C'est ce que je dis, il y aura un rebond de croissance. Et l'opposition a intérêt à se joindre à cette reconstruction. L'une des conséquences de l'annulation de la dette extérieure, c'est justement le renforcement de la capacité d'emprunt de la Côte d'Ivoire. Oui. Quelle sera la nouvelle politique d'endettement de la Côte d'Ivoire pour ne pas que les futurs enfants ivoiriens héritent d'une dette colossale, comme c'est le cas des générations actuelles? Oui, non, vous avez raison, mais vous savez, la dette aujourd'hui, les experts, je n'insiste pas là-dessus. En tout cas, nous avons moins de dettes que, disons, la France ou l'Allemagne ou d'autres pays. Et avec l'effacement de la dette par le PPTE, le pays pauvre très endetté, nous allons tomber à peu près à 15%. Je considère que c'est un niveau raisonnable. 15, 20, 25%. Et après cela, moi, je n'irai plus emprunter dans des institutions publiques. Je voudrais en ce moment-là faire en sorte d'aller sur les marchés financiers. J'ai une vision pour la Côte d'Ivoire. Si j'ai besoin d'1 milliard d'euros pour faire un chemin de fer, j'irai parce que j'ai une bonne signature, parce que j'ai un déficit quasiment nul, parce que le taux d'inflation est bas, parce que le pays est bien géré, je vais emprunter sur les marchés internationaux. Ce ne sera plus nécessaire d'aller au Fonds monétaire ou à la Banque mondiale. C'est ce que j'avais comme ambition en 1990 quand j'étais Premier ministre. Je suis content qu'avant la fin de mon mandat, nous allons le faire. Et ceci veut dire que ce sont des prêts qui sont affectés à des projets. Et ces projets financent le remboursement du prêt. Donc ce n'est plus un endettement pour l'Ivoirien, pour nos enfants. Nous ne voulons plus mettre des fardeaux sur la tête de nos enfants dans 15 ans, dans 20 ans, comme maintenant la souffrance que les uns et les autres ont vécue. Si vous permettez, nous parlerons maintenant donc de la vie des Ivoiriens au quotidien. Oui. La cherté de la vie. C'est vrai. Le moral des familles est plus bas, oui. Monsieur le Président. Oui. Je vous donne quelques exemples. Le sac de riz de 25 kg de riz brisé qui hier coûtait 8 500 coûte aujourd'hui 11 500. Oui. Le kilo de viande est passé de 1800 à 2000, 2500 selon les marchés. Selon les des tarifs fluctuants, justement. Pourquoi, comment, nous ne savons pas. Oui. Le litre d'huile coûte 1200 francs ou 1400 francs selon les marchés. C'est vrai. 4 bananes plantains, ce sont 500 francs. Je pense que vous aimez beaucoup. Je suis d'accord, vous pourrez même dire que le kilo de tomates fait 600 francs. Oui, mais je connais les réalités. Très peu d'Ivoiriens réussissent à acheter le kilo de tomates, Monsieur le Président. Ils en achètent 4 à 200 francs ou 4 piments à 200 francs. Monsieur le Président. Agnès, sortons des promesses. Ce n'est pas acceptable. D'accord. Parce que vous savez que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire s'est tellement accéléré au cours des 10 dernières années que la moitié des Ivoiriens n'a pas plus $1 par jour. Ça veut dire 500 francs par jour. Si la femme et
l'époux travaille, ça veut dire qu'ils ont 1000 francs par jour. 1000 francs par jour, 30 000 francs par mois. Donc ce que vous venez de dire, moi je partage totalement. Alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord un constat. Que comme vous l'avez dit vous-même, les prix varient d'un marché à l'autre. Ça veut dire que la surveillance des prix n'a pas marché. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de corruption dans l'administration, que certains de ces commerçants sont protégés par les cadres de l'administration. En deuxième lieu, si vous prenez la viande, il y a toutes ces raquettes, ces barrages d'un point à l'autre, ces surcharges ont été tolérées pendant des années. On est en train d'y travailler. Nous allons réussir à les enlever. Et nous avons donc des intermédiaires qui prennent des marges vraiment inacceptables. Alors donc, il y a toute une série de mesures à prendre, y compris à augmenter ce que les économistes appellent l'offre. Pourquoi les prix augmentent? C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de produits. Alors qu'il y a peut-être trop de taxes aussi. Mais les taxes, je vais les baisser. Moi, je ne crois pas du tout à la taxation. Hein. Souvenez-vous, c'est quand j'étais Premier ministre que nous avons baissé la TVA, que nous avons baissé les droits de douane. Si je peux convaincre les autres pays de l'UEMOA à continuer de baisser la TVA, moi je vois à long terme, peut-être pas au cours de mon mandat, à ramener les taux de douane à 10%. Pourquoi on doit faire payer 20% de droits de douane à quelqu'un? Mais vous ne pouvez faire cela que si l'économie elle-même marche à tel point que ce que nous appelons les impôts directs peuvent vous donner la substance des recettes. Donc, j'ai les recettes pour cela. Je comprends que les Ivoiriens souffrent. C'est ces prix qui galopent tout le temps, même si c'est mieux que dans d'autres pays. Ce n'est pas ça mon problème. C'est ce que les Ivoiriens vivent au quotidien. Et nous devons tout faire. Le Premier ministre a pris des engagements, il a fait le tour des marchés, nous avons identifié les problèmes, nous avons identifié même certains des secteurs et certains des commerçants qui pratiquent ces prix. Et nous allons sévir. Oui, le Premier ministre a pris des engagements. Avant lui, son prédécesseur, on l'a vu également sur des marchés, a pris des engagements et les choses n'ont pas changé. Comment les Ivoiriens peuvent-ils croire? Vous savez, je pense, donnons-nous un peu de temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu tellement de progrès sur tellement de fronts en un an que l'on pense que tous les problèmes doivent être résolus en un mois ou deux. Quand il y a des stocks de riz qui ont été compris, il va sans dire que ces stocks doivent être écoulés sur une certaine période. Et maintenant, nous allons commencer à vérifier tout cela au départ en Europe. À l'arrivée ici, le paiement des droits de douane, les frais des intermédiaires, tout ça s'étale sur une période et nous verrons les conséquences. À partir de quand les Ivoiriens pourront apprécier l'impact d'une telle politique justement de contrôle des prix? Écoutez, le Premier ministre m'a dit dans les 3 mois, et c'est un dossier que je surveille de très près. 3 mois, c'est très très long. C'est très long. C'est long pour nous tous et je le regrette. Et je veux que mes compatriotes comprennent que c'est un souci pour moi et que je trouve que la question de la cherté du coût de la vie est quelque chose que j'ai combattu quand j'étais déjà dans l'opposition. Pendant toutes les tournées, je disais déjà, il y a 3 ans, que le coût de la vie était trop élevé, ça demeure trop élevé. Nous avons fait des réformes. Ces réformes ne peuvent pas avoir un impact immédiat, mais nous aurons des résultats. Parce qu'au moins, vous pouvez reconnaître que nous travaillons pour que ça marche. Peut-être que ça ne marche pas aussi vite que nous le souhaitons nous-mêmes, mais ça va marcher. L'une des réformes, c'est le SMIC qui passe à 60 000 francs, Monsieur le Président. Oui. 60 000 francs en 2012 pour le niveau de vie de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est quand même un peu, je dirais pas ridicule, mais en fait, ça ne peut pas aider néanmoins les gens à changer de qualité de vie dans la qualité. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'il faut faire croître l'économie plus vite. On ne peut payer que ce que l'on a. Vous savez, l'économie que l'on voit au plan international, au plan national, en disant PIB, ceci, cela, ça s'applique aux ménages, hein, à l'entreprise d'abord. Une entreprise ne peut payer que 60 000. Si vous l'obligez à payer 100 000, mais l'entreprise doit faire faillite. Donc les employés n'auront même plus les 60 000 parce qu'il n'y aura plus d'entreprise. Alors tout ça doit être géré avec délicatesse. On doit tout faire pour améliorer le quotidien des Ivoiriens et je continuerai de m'employer à le faire, mais je ne veux pas faire de la démagogie. Et je considère que les entreprises qui travaillent en Côte d'Ivoire font beaucoup.
Et il y a l'aspect social également que les gens ignorent dans beaucoup d'entreprises. Il y a tout de même des indemnités, il y a des prêts spéciaux, il y a un certain nombre de choses qui sont faites pour soulager les employés. Ce n'est pas assez, vous me direz. Et d'ailleurs, c'est mieux d'avoir un salaire conséquent que d'avoir des cadeaux de son entrepreneur. Beaucoup d'entreprises sont également confrontées à des difficultés dans la distribution de l'eau, de l'électricité. Oui. Monsieur le Président, comment peut-on l'expliquer? Mais quand même, dites-moi que ça va mieux. Quand j'ai pris fonction, le déficit annuel à Abidjan était quasiment de 45%. C'est-à-dire, en réalité, c'est un ménage sur deux qui avait de l'eau courante. Et maintenant, nous avons réduit ce déficit de moitié. Et dans 18 mois, nous n'aurons plus de déficit d'eau potable sur Abidjan. Et l'intérieur du pays, c'était pire. Le déficit était au-delà de 70%. Alors, vous savez, j'ai trouvé un pays à terre, un pays délabré, un pays qui n'a pas été géré pendant 10 ans, pendant 11 ans. Ce n'est pas une excuse, vous me direz, mais attendez la fin de mon mandat. En un an, pardonnez-moi, je peux dire que j'ai fait plus qu'en 10 ans. Et ça se voit au quotidien, partout, et dans tous les secteurs. Et je continuerai. Je veux que chaque jour soit un jour de rendement, de productivité. Je veux que chaque semaine, je puisse dire, c'est ma dernière semaine comme chef de l'État et que j'ai eu la satisfaction d'avoir aidé mon pays, et ainsi de suite. Que chaque mois, je sois content de ce que j'ai pu faire. Si j'ai voulu être président, c'est pour apporter une contribution à mon pays. Je n'avais pas besoin d'être président. Je l'ai dit dans la campagne, partout. Et croyez-moi que c'est bien le cas. Quand vous devez travailler 14 heures, 15 heures par jour, vous n'avez plus de vie de famille, vous travaillez samedi et dimanche, vous savez, à 70 ans, je pourrais me reposer, mais je tiens à sortir mon pays de ces difficultés. Et je vais réussir parce que j'ai prêté serment de soulager les Ivoiriens, de protéger les Ivoiriens, et je continuerai jusqu'à ce que je n'ai plus la force de le faire. Et j'ai beaucoup de force pour continuer de le faire. Soulager les Ivoiriens, mais aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens perdent leur emploi, Monsieur le Président. Ah oui, c'est vrai. On pourrait citer des entreprises, la Sotra, la RTI. S'interrogent. Oui. Quelle politique d'accompagnement pour les licenciés? Iront-ils grossir les rang des déjà pauvres, qui sont déjà assez nombreux? Ou alors il y aura une politique d'accompagnement? Vous avez promis de créer 1 million d'emplois. Si vous continuez, je dirais que vous êtes des socialistes. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan? Mais vous savez, une entreprise privée, même si c'est public, mais elle est gérée selon les règles de la bonne gestion. Je le disais tout à l'heure, si vous payez des salaires que vous ne pouvez pas payer, l'entreprise fait faillite. Il y a eu des licenciements, mais nous n'avons pas demandé de licencier qui que ce soit. Mais le directeur général de la société se rend compte que la société ne peut pas continuer avec le nombre d'employés qu'elle a. Elle décide de réduire ses effectifs, comme l'État décide de réduire son train de vie quand nous n'avons plus les moyens de payer tel ou tel. C'est ce qui se passe. Alors, n'allez pas tout de même me rendre responsable des licenciements qui sont faits dans telle ou telle entreprise. Je ne suis pas le directeur général de toutes les entreprises. Nous ne vous rendons pas responsables, mais dans un pays, quand un travailleur perd son emploi, quand quelqu'un n'a pas de travail, on regarde du côté du président de la République. Tout à fait. Et le rôle du président de la République, c'est de créer des emplois. Et c'est ce que je suis en train de faire. Vous avez promis 1 million. Oui, j'ai promis 1 million. Nous sommes à 3 ans du délai de promesse. Voilà, mais j'ai trouvé un pays complètement dégradé. J'ai trouvé un pays où il fallait d'abord remettre les choses en place, et malgré cela, j'ai réussi à créer près de 50 000 emplois, et ça va monter très vite. Je ne suis pas sûr d'atteindre le 1 million d'emplois que j'ai promis, parce que quand je faisais la campagne, je ne savais pas que la Côte d'Ivoire était dans un tel état. Je découvre un pays qui était dans le gouffre. Donc il faut le sortir du gouffre d'abord. C'est après ça qu'on peut commencer à avoir des résultats. Mais vous savez, 50 000 emplois que nous avons créés, les autres ne l'ont pas fait pendant 10 ans. Alors, faites la comparaison. Créer des emplois, c'est aussi pour des jeunes formés. Là, nous allons peut-être rebondir sur le sujet de l'université. De Cocody, d'Abobo, de Bouaké aussi. Le Cocody a été fermé donc, pour travaux de réhabilitation et
est annoncé pour rouvrir ses portes donc à la rentrée prochaine. Le 3 septembre. Le 3 septembre. Donc la date est ferme et le délai sera respecté. Les travaux avancent comme vous le voulez. Oui, mais les travaux se terminent en fin mai. Et après tout, le nécessaire, Monsieur le Président, de fermer l'université? Pardon? Était-il vraiment nécessaire? Ah oui, mais c'était indispensable. Vous êtes allé sur le campus il y a 2 ans? Mais ce n'était pas un campus. Même dans les écoles primaires, moi je suis allé à Bouna et ailleurs, il y avait des écoles sans toit. Le prof est venu me dire un jour, voilà, quand il pleut, monsieur, il n'y avait pas le monsieur, quand il pleut, on ne peut plus s'asseoir à terre. Mais j'ai dit, pourquoi s'asseoir à terre? Parce qu'il n'y avait pas de banc. Mais toutes ces écoles maintenant ont des toits, ont des bancs. Ces élèves n'ont plus la crainte que s'il pleut, ils ne pourront pas avoir classe. C'est quand même... j'ai mis le programme présidentiel d'urgence en place. Et je peux vous donner des chiffres sur le programme présidentiel d'urgence. Ce que nous avons fait des choses spectaculaires pour notre pays. Et vous verrez que ce sont des choses que peut-être quand on est dans sa ville, on ne s'en rend pas compte. Vous savez que nous avons réhabilité 32 hôpitaux généraux pendant une période de 6 mois. Et 80% sont quasiment terminés. Nous avons livré 14 ambulances sur 15 dans plusieurs villes, à Noumambo, Dabou, Daloa, Mantoul, 22 groupes électrogènes, 30 postes de dialyse neufs ont été livrés au SAMU, 3 milliards de francs CFA de médicaments, 2500 pompes ont été réparées et réhabilitées dans 2487 villages, 7 systèmes d'hydraulique villageoise, 44 bornes fontaines. Je peux continuer. 866 478 kits scolaires pour les classes de CM, et ainsi de suite. 45 750 tables bancs. Mais Agnès et Pascal, mais nous sommes tous Ivoiriens. Nous avons, pendant 10 ans, est-ce que vous pensez que ceci a été fait? Moi, je l'ai fait en 6 mois. Et multipliez cela par 12. Et vous verrez ce que sera la Côte d'Ivoire aux horizons de l'an 2015. Vous permettez, nous allons revenir donc encore aux universités. Donc, puisqu'on parlait d'université tout à l'heure, de restauration et de réouverture. L'université d'Abidjan-Cocody, ce sont donc 60 000 étudiants qui attendent de reprendre le chemin de l'université. Oui. À Bobo, il y en a 7 000. C'est vrai. Et à Boaké, il y en a 20 000. 20 000, mais en répartition sur Abidjan, 14 et 6 000. C'est vrai. Le problème qui va se poser pour Boaké notamment, quand l'université va rouvrir pour la rentrée prochaine, c'est que Boaké ne pourra abriter que 12 000 étudiants. Il y aura donc 8 000 étudiants sur le carreau à Kazé. Alors, est-ce que les universités réhabilitées seront capables de créer les conditions pour que autant d'étudiants puissent reprendre les études? Non, ce sera difficile, mais il fallait le faire. Ce que nous prévoyons, c'est d'ouvrir, d'élargir Korogo et Daloa, les transformer en université dès septembre 2013. Ensuite, je vais faire en 2014 l'université de San Pedro, l'université de Bondoukou et l'université d'Abangourou. Alors, donc, j'espère qu'avant la fin de mon mandat, j'aurai ajouté au moins 5 universités. C'est vrai, il y aura un problème pendant quelques années. Et moi, je suis désolé pour tous ces jeunes qui, pendant des années, en réalité, n'ont pas eu d'environnement universitaire. Et les professeurs qui n'avaient vraiment pas des structures nécessaires pour faire leur travail. Et je signale que malgré la réhabilitation, je continue de payer les professeurs. On aurait pu dire, on va arrêter, on va donner la moitié du salaire. J'ai dit non, il faut qu'on leur paie leur salaire. Je souffre de voir que tous ces jeunes gens qui étaient là, qui se débrouillaient un tout petit peu, qui avaient une bourse, n'ont pas leur bourse. Mais nous allons même revoir tout ce système. L'entrée académique, les conditions d'accès aux bourses. Comme je l'avais fait il y a 20 ans, c'était sur le mérite, c'était sur le degré, la capacité des familles. Si quelqu'un est ministre, son fils ne doit pas avoir une bourse. Et ainsi de suite. Il faut des critères pour tenir compte du rééquilibrage social, que nous puissions faire preuve de solidarité, que nous puissions montrer à nos compatriotes que nous avons eu de la chance, nous, d'avoir ces fonctions, même si ce sont des charges, et que nous devons laisser les bourses et d'autres choses aux personnes qui n'en ont pas les moyens. Et tout cela sera revu pour la prochaine rentrée universitaire,
Vous connaissez bien vos chiffres. On m'avait préparé mon dossier. Moi aussi, je les connais bien. C'est un casse-tête pour moi. Mais j'ai dit à mes compatriotes que je continue. Et je suis confiant que je vais faire ces 5 universités avant la fin de mon mandat. C'est ce que j'avais promis et je tiens mes engagements. Vous parlez de rééquilibrage tout à l'heure, M. le Président. Permettez que j'emprunte le mot pour rebondir sur un autre mot, rattrapage. C'est un mot qui vous dit quelque chose. Ce mot vous parle. J'ai vu ça dans la presse. Ce mot vous parle. Je vous lis la source de ce mot. Je vais peut-être me tromper. Alors, je vous lis tout de suite. Et je vous cite. J'espère que je ne me trompe pas. Parce que ma citation est en guillemets. Il s'agit, auriez-vous dit, d'un simple rattrapage. Sous Gbagbo, les communautés du Nord, soit 40% de la population, étaient exclues des postes de responsabilité. Et vous parlez ensuite après de l'armée, la phrase est un peu longue, et vous concluez en disant, sur ce terrain-là, on ne peut rien me reprocher. Mais écoutez, d'abord, ce n'est pas moi qui ai utilisé le terme rattrapage, mais je ne vais pas faire de la polémique, c'était le terme du journaliste. Qu'est-ce que j'ai dit aux journalistes? J'ai dit, moi j'ai comme philosophie que c'est la compétence qui doit être la base des recrutements. Et quand dans un département, on trouve des gens incompétents, il faut les virer. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des appels à candidature et on recrute les plus méritants. Je dis parce que le système antérieur avait délibérément exclu une certaine catégorie de gens, pas seulement des nordistes d'ailleurs, aussi des gens du centre, qui ont été exclus par le système antérieur. Maintenant, ils ont l'opportunité de se faire recruter. Et cela fait que peut-être les gens considèrent qu'il y a un déséquilibre. Voilà ce que je lui ai dit. Mais ceci étant, moi je vais vous dire que je ne connais pas ces questions d'ethnie, de religion. Je ne veux pas parler de moi personnellement. Mais je ne connais pas ça. Et je crois que je l'ai démontré quand j'étais Premier ministre. Le tribalisme, je ne connais pas. Et je vais plus loin pour vous dire quelles sont les nominations qui relèvent de moi. C'est les présidents d'institutions et c'est le gouvernement. Mais les présidents d'institutions, regardez-les, il y a des gens de tout. Du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Je tiens compte de cette géopolitique. Je n'avais pas besoin de prendre quelqu'un comme Francis Vaudier. Il n'est pas de mon parti. Il n'a jamais travaillé avec moi. Mais je l'ai nommé président du Conseil constitutionnel. Je n'avais pas besoin de prendre Zadi Kessi. Mais c'est quelqu'un que je connais qui a apporté une bonne contribution dans le secteur économique. Je peux continuer ainsi. Alors, je ne regarde pas l'origine, la religion, l'ethnie, ce n'est pas mon problème. Le gouvernement. Le gouvernement, j'ai décidé de former un gouvernement selon les critères très simples. J'ai gagné ces élections grâce au PDCI, à l'UDPCI. Et à partir de là, nous avons ensemble discuté de qui doit être au gouvernement. Et vous verrez que dans le gouvernement, il y a du tout. La seule chose que je regrette, et je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes. Parce qu'avant que vous ne me disiez, fassiez un reproche, je l'admets, mais nous avons fait avec ce que nous pouvions faire. Alors, ceci étant, vous ne savez pas où les trouver, les femmes? Non, non, je ne dis pas, je ne sais pas où les trouver, mais je dis chaque parti politique a ses contraintes. Le RDR, non, mais vous n'allez pas priver les Ivoiriens d'une opportunité que vous me donnez de leur expliquer ce que je suis en train de faire depuis 1 an. C'est pour cela que je voudrais qu'on passe à d'autres problèmes quotidiens. Oui, tout à fait, par exemple, la santé. Oui, la santé. Quel bilan faites-vous de l'opération soins gratuits? Oui, c'est une opération qui n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que la conception dès le départ n'était pas bonne. Vous voyez, nous l'avons imaginé, ce dossier, quand on était à l'hôtel du Golfe. Mais si vous retournez à mon programme de gouvernement, j'avais dit dans mon programme de gouvernement que la gratuité des soins était pour les familles défavorisées. Mais en raison de la crise, nous nous sommes dit, mais au fait, pour quelques mois, il faut l'étendre à tout le monde. Parce que l'état de délabrement, de pauvreté était tel. Et c'est ce que nous avons fait. Et ça a coûté, pendant la période où ça a été en vigueur, entre 4 et 5 milliards par mois.
Quand je recevais ici les ambassadeurs et autres, je disais que ce soit des Indiens, des Chinois, des Européens, je leur disais, donnez-moi des médicaments. Et malheureusement, ces médicaments souvent ont été détournés. Encore la corruption dans le système. Ce pays a eu un problème général de moralité dans tous les secteurs. Et donc le système devenait trop cher et je suis revenu à ce que j'avais promis dès le départ, c'est-à-dire les enfants de 0 à 5 ans doivent être soignés gratuitement. Les femmes, sur un certain nombre de soins, c'est gratuit pour tout le monde, la grossesse par exemple. Alors, donc, et après cela, de manière concomitante, nous mettons en place la couverture médicale universelle. Et cette fois-ci, c'est un système qui va marcher parce que c'est un système qui sera financé, qui permettra avec une contribution modique pour que tout Ivoirien puisse avoir accès à des soins moyennant un paiement très forfaitaire. Vous prévoyez la mettre en œuvre en combien de temps? Là, les techniciens travaillent là-dessus. Pour moi, comme diraient les Anglais, j'aurais souhaité que ce soit hier. Mais on me dit que ça prendra encore quelques mois. Mais j'espère que d'ici la fin de l'année, nous pourrons mettre en place la couverture médicale universelle. C'est essentiel parce que si vous n'avez pas une société en bonne santé, écoutez, l'efficacité, la productivité de l'économie est faible. L'enseignement, la santé sont les meilleurs investissements. Et nous allons le faire. Nous avons commencé les réhabilitations. Je ne vais pas vous ennuyer avec toutes les fiches que j'ai préparées. Mais je vous dis que dans les 2 ans à venir, je vais réhabiliter tous les CHU, tous les CHR. Et je respecterai ce que j'ai promis dans mon programme. Je vais mettre des centres de santé dans toutes les localités qui ont plus de 2000 habitants, et ainsi de suite. Et nous avons fait un mapping de tout cela. Nous avons évalué les coûts. Nous avons trouvé une partie des ressources. Et avec le PPTE, je réussirai à donner vraiment un soutien très remarqué au social, c'est-à-dire à la santé. La santé doit être une priorité. Nous devons augmenter le montant que nous consacrons aux investissements de santé. Votre programme, M. le Président, était porté par un slogan à des solutions. Voilà. Alors, nous nous disons aujourd'hui, puisque vous venez d'avouer un peu les difficultés que vous aurez à caser de milliers d'étudiants ivoiriens. Vous connaissez donc le non-succès du projet donc, soins gratuits, les problèmes d'insécurité qui sont encore, malgré quelques avancées, encore présents. Oui. Alors on se dit, est-ce qu'à l'épreuve du pouvoir, vous n'avez pas plus de problèmes que de solutions? Si, moi je trouve que j'ai apporté beaucoup de solutions aux problèmes de nos concitoyens et que nous avons fait beaucoup de choses et je crois que c'est visible et que nous l'avons fait en 9 mois. Et que mon mandat s'étale sur 5 ans. Donc il me reste encore 4 ans. Et je pense qu'à l'issue des 4 ans, mes compatriotes diront vous avez tenu vos promesses. Vous ambitionnez justement de faire de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 un pays émergent. Voilà. La question, avec quel ressort économique, avec quel ressort diplomatique, quel ressort politique, quel ressort humain justement, quel Ivoire? Mais oui, mais d'abord, je ne sais pas combien de temps nous avons, si ce sont des questions dont je peux parler longuement. Mais je vous ai parlé de la diplomatie, je vous ai parlé de la politique. Maintenant, par rapport à l'économie, les choses ne sont pas très compliquées. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est une économie qui fait à peu près 25 milliards de dollars. Et mon objectif, c'est d'avoir un taux de croissance de 10% par an. Nous sommes à 8% cette année. Je crois que l'année prochaine, nous serons à 9 ou 10%. Et sur les 7 ans qui viennent, ça fait à peu près le double. Et le revenu par tête d'habitant est d'à peu près 1200. Je prends des dollars parce que c'est plus facile à calculer par rapport aux indices internationaux. Autrement, c'est trop compliqué avec l'inflation intérieure, etc. 1200. Et si j'augmente ça de 3/4, je suis à 2000 $ par tête d'habitant en 2020. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, ce sont des choses que nous avons calculées. Et nous savons comment obtenir cette croissance. Il y a des grands projets, il y a, que ce soit dans le gaz, que ce soit les autoroutes, que ce soit les chemins de fer.
il y a l'investissement humain, que ce soit dans le social ou dans l'éducation. Il y a également l'agriculture, il y a l'autosuffisance alimentaire. Tous ces projets ont été évalués et les financements, nous les avons à 80%. Et donc, nous allons réussir de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Un pays émergent veut dire aussi un pays qui va sur les marchés internationaux de capitaux pour emprunter, qui n'a plus besoin d'aller à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire. Bien sûr, s'il y a une catastrophe, on peut y aller. Alors donc, pour vous dire que moi, j'ai des ambitions pour mon pays. C'est pour cela que je voulais être président. Et je suis en train d'appliquer ce que j'ai promis à mes compatriotes. Les premiers résultats ne sont pas mauvais, mais nous allons aller encore plus vite. Mais j'ai un rêve, comme disait Kennedy, et mon rêve, c'est vraiment que l'Ivoirien nouveau que nous devons aider à créer soit un homme serein, un homme fier, un homme et une femme, qui se sent bien avec lui-même, avec son prochain, que ce soit un Ivoirien qui se dise le travail est la voie du succès et qu'il faut travailler. Il faut arrêter de faire couloir, d'aller voir des gens, il faut pour les pistonner. Non, que c'est le travail, parce que le mérite sera récompensé. Et en plus de cela, que c'est l'initiative. Pourquoi les États-Unis sont-ils un grand pays? Parce qu'aux États-Unis, vous savez, les gens travaillent et chacun travaille pour sa famille, pour avoir une maison. Et ils sont d'abord américains, vous voyez. Et je rêve de cela. Qu'en Côte d'Ivoire, notre première réaction, c'est soit de dire « je suis ivoirien ». Ne pas dire « je suis ivoirien du centre, du nord, de l'est, du sud ». Il faut qu'on y arrive. Et si j'ai un rêve, c'est cela. Que nous puissions dépasser toutes ces divisions du passé. Qu'on se retrouve avec un pays rayonnant, respecté. Un pays où on va dire, mais ces gens sont différents d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Ils en veulent. Ils avancent. Ils sont redevenus le 3e pays du continent. Voilà mon rêve pour notre pays. Deux mots, Monsieur le Président, sur les grands travaux qui figurent en bonne place dans votre programme de campagne. Le 3e pont, le pont Henri Konan-Bédié. Il y a l'autoroute du Nord, il y a le train à l'ouest. Et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? On voit quelques machines pour le 3e pont et les autres. Vous êtes sévère quand même. Hein? On voit quelques machines après tous les investissements qui sont prévus, 160 milliards d'investissements en 2 ans, et ça vient tous les jours. Allez-y au port, vous verrez tous ces tracteurs. Vous êtes optimiste, tous ces projets seront réalisés dans le temps prévu? Mais vous savez, ce n'est pas moi, ce sont les ministres, et je reviens à la case de départ. Si ces projets ne sont pas réalisés dans les délais, les ministres ne seront plus en fonction. Voilà, c'est la culture du résultat. Je ne changerai pas de gouvernement. Ne comptez pas sur moi pour venir un jour lire un nouveau gouvernement. Ce n'est pas comme ça que je travaille. Les ministres sont en place. Je leur fais confiance pour les 5 années de mon mandat. Mais s'il y a des dérapages, s'il n'y a pas de résultat, je n'attendrai pas un remaniement ministériel. Ils partiront. Et je trouverai d'autres personnes. Monsieur le Président, un pays qui se projette dans le futur est un pays capable d'affronter son passé. Voilà. Ce passé est porté par les hommes, chacun acteur à son niveau de ce qui s'est passé, de ce qui se passera demain. Si nous revenions, avant de finir cet entretien, sur ce qui a pu se passer, en nous interrogeant sur ce que chacun de nous a pu faire ou pas fait, la question que chacun de nous, en tant que citoyen ordinaire, devrait pouvoir poser à chacun de vous, en tant que leader politique et acteur de premier ordre de la scène politique ivoirienne, est celle-ci. Quelle est votre part de responsabilité dans ce qui a été? Moi, je crois que chacun de nous a une part, même quand quelquefois on s'est senti victime. Et la démocratie est difficile à construire. Je pense qu'il y a eu de l'impatience de ma part, de la part de certains qui m'ont accompagné. Il y a eu des sentiments de grave injustice
qui ont provoqué des colères, qui ont conduit à des manifestations, qui ont débouché sur des morts. Et ce n'est pas comme ça que je vois la Côte d'Ivoire ou que je voyais mon combat. Moi, j'ai été aux États-Unis à 20 ans, pendant qu'il y avait le mouvement de Martin Luther King. J'ai admiré cet homme. J'ai bien connu Mandela. J'ai une vision que c'est par la paix, l'humilité et le pardon qu'on peut renforcer les liens entre les peuples. Et il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé. Je considère qu'en tant qu'homme politique, j'ai commis des torts à mes concitoyens et je demande pardon. Parce que si vous n'avez pas le courage de le faire, le pays n'avancera pas. Nous devons nous dire, demander pardon n'est pas suffisant. Il faut se dire, ça ne va plus jamais recommencer. Ce qui s'est passé ne doit plus se reproduire. Nous le devons à notre pays. Nous avons un grand pays. Et le sens de patriote, c'est celui qui veut le bien de son pays. Le pays doit être au-dessus de chacun de nous. Et souvenez-vous, nous l'avons dit, le président Bédié et moi. Beaucoup de gens ont pensé que nous n'allions jamais nous réconcilier. Mais nous l'avons fait parce que nous aimons la Côte d'Ivoire. Donc ce que je voudrais dire ce soir à mes concitoyens, faisons preuve d'humilité. Demandons pardon. Disons que la réconciliation est quelque chose que nous devons obtenir à tout prix. Et que c'est en chacun de nous, c'est dans chaque foyer, c'est dans chaque village, c'est dans toutes les villes. Et nous devons nous prendre la main dans la main. Nous devons nous dire que nous avons un rêve pour notre pays. Et je crois en Kennedy. Moi, je crois qu'il faut rêver pour réussir, vous voyez. Nous devons nous dire, mais on a un pays qui a un tel potentiel. Mais pourquoi nous ne devons pas être parmi les premiers en Afrique? Il faut que nous le fassions. Et il faut se mettre au travail. Et d'ailleurs, je vais vous dire que mon logo, c'est RTI. C'est Rassemblement, Travail, Initiative. Les jeunes doivent prendre des initiatives. Ça a été difficile, mais ils doivent tourner la page. Ils doivent se dire qu'ils ont pu être trompés ici et là, mais ce n'est plus important. Il y a des opportunités qui se créent et il faut qu'ils en profitent. Il faut qu'ils s'engagent. Qu'ils se disent que les erreurs des uns et des autres, ce n'est plus important. Si on veut se réconcilier, on ne revient pas sur le passé. On va de l'avant. Et il faut qu'ils aillent de l'avant. Cet entretien, M. le Président, est le premier que vous accordez à la presse nationale sur le territoire national. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la presse ivoirienne? Oui. Et quelle garantie de sécurité pour la liberté de la presse sous votre pouvoir? Mais je crois que nous faisons tout ce que nous pouvons. Et moi, je pense d'abord que notre presse a joué un rôle aussi. Nos journalistes doivent demander pardon aux Ivoiriens. Parce que cette presse a été quelquefois terrible. Je ne suis pas le seul à en avoir été victime. Beaucoup ont vécu les mensonges, les insultes. Je souhaite vraiment que notre presse s'améliore. D'ailleurs, on a tout un programme de formation des journalistes et tout, etc. Mais il y a eu de la manipulation aussi par les hommes politiques. Donc la presse doit être libre, libre de nous tous, libre des hommes politiques, libre des hommes d'argent. Et la presse et les journalistes doivent être protégés également, mais ils doivent être responsables. Il y a des lois dans la République et ces lois doivent être appliquées à tous. Les journalistes ne font pas exception. Un journaliste est d'abord un citoyen. Et certains journalistes ne font que du journalisme. Mais certains autres font autre chose que du journalisme. Alors, s'ils sont pris sur le terrain qui n'est pas le journalisme, c'est trop facile de dire nous sommes journalistes, donc nous ne devons pas être condamnés. Ça, je ne l'accepterai pas. L'état de droit, c'est assumer ses responsabilités.
Donc, je résume pour dire que nous avons une presse qui a une lourde responsabilité dans la crise que nous avons vécue. Nous devons faire en sorte qu'elle s'améliore. C'est un peu notre responsabilité en tant qu'autorité publique, de leur donner les opportunités d'aller en stage, de créer, d'alimenter le fonds de développement et de soutien à la presse. Tout ça, je le fais. Je suis en train de le financer. Mais il faut que les journalistes se disent qu'ils sont d'abord des citoyens et que la loi de la République leur sera appliquée. Monsieur le Président, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et bonne suite de programme.